Aujourd'hui, je suis venu au LAFIC, qui est le laboratoire des fourmis coupe-feuilles, à Rio Claro, dans l'intérieur de l'État de São Paulo, pour découvrir comment fonctionne une fourmilière de Sauvas. Mais cette fois, ce voyage s'est fait en ligne. On y va ? On a tenté de faire une fourmilière ici, sur Manuel do Mundo, il y a quelque temps. Ma mère a attrapé quelques isas à Piedade. On les a ramenés ici, on a bien pris soin de ces fourmis pour essayer de les faire fonder une nouvelle fourmilière. Mais tout a mal tourné. Nous avons finalement échoué à créer une nouvelle fourmilière. Après ça, beaucoup de gens nous ont écrit pour nous donner des conseils sur comment améliorer cette fourmilière, quelle serait la meilleure façon d'élever les isas et tout ça. Et un mail a attiré notre attention, c'était celui de Danilo, qui travaille en myrmécologie, qui est la branche de la biologie qui étudie les fourmis. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un énorme nid de fourmis coupe-feuilles sensationnel qui se trouve à l'UNESP de Rio Claro. Si tu travailles aussi sur quelque chose d'intéressant à montrer, écris-nous. Salut, vous allez bien ? Alors, Ça va? Tout va bien? au laboratoire, la fourmilière est faite de peau en acrylique. C'est pourquoi on peut voir comment fonctionne toute la société des fourmis. Ils font tout pour maintenir là le même processus qui existe dans la nature. Avant d'expliquer le fonctionnement de cette fourmilière, commençons par la capture des fourmis. Ils collectent les fourmis qui intégreront la fourmilière en 2 étapes. La première a lieu pendant la période d'envol, d'octobre à décembre, lorsque les grandes fourmis volantes Issa se rencontrent dans les airs pour s'accoupler. Les futures reines s'accouplent avec les mitus, qui sont les mâles. Et quand elle est fécondée, elle devient une fourmi reine. Regarde comme ces images qu'ils ont envoyées sont folles. Cette fourmi coupe elle-même ses ailes après l'accouplement. Juste après, elle va creuser et pondre ses œufs pour commencer une nouvelle fourmilière. C'est exactement ce qu'on veut. Les chercheurs vont collecter la reine et ce jardin fongique qu'elle prépare pour servir de nourriture à la colonie naissante. Pas d'inquiétude pour les mâles, ils sont déjà morts peu après l'accouplement. Une seconde collecte terrain a lieu 5 à 6 mois après les essaimages. À ce moment-là, ces fourmilières ont un petit monticule de terre et c'est au sommet de ce monticule que l'on effectue l'excavation. N'est-ce pas? Directement, car l'objectif est de collecter, pas d'observer la répartition. Et la grande majorité, à ce moment-là, se trouve à environ 20 à 30 cm de profondeur. C'est encore peu profond. C'est encore peu profond. Si ce temps passe, genre 8 ou 9 mois, la chambre est déjà à 1,5 m de profondeur. Le rendement, le nombre de fourmilières collectées est bien moindre. Les fourmis collectées sont d'abord mises dans de petits pots, puis transférées dans les structures en acrylique. On voit que quelques petites fourmis y sont déjà nées. Au cours des 2 derniers mois, elles sont sorties des œufs, sont devenues des larves puis des nymphes, qui est ce stade où elles ne bougent pas encore. Ensuite, elles deviendront adultes. Ces premières sont les ouvrières des fourmis coupeuses de feuilles, un type stérile qui ne se reproduit pas. En fait, à part la reine, aucune autre fourmi dans cette société ne peut se reproduire. Mais ne t'inquiète pas, cette colonie n'en est qu'à ses débuts. Quand l'éponge de champignons atteint la taille d'un point fermé, il transfère le nid vers la fourmilière définitive. Ce transfert, dans le pot central, se fait dans un récipient dont la base est en plâtre. Quelle est l'importance du plâtre? C'est pour maintenir l'humidité, donc Danilo va humidifier ce plâtre à cause du jardin de champignons. Et maintenant, il va transférer soigneusement.
Il prend cette éponge très délicatement et la place soigneusement au fond du pot. Après cela, il va découper des petits morceaux de feuilles. Il va les mettre dans ce stylo. Chambre centrale et jusqu'à une certaine taille, l'alimentation se fait dans ce pot central. Ensuite, ce sont les fourmis qui choisissent laquelle des chambres sera la salle de fourragement et laquelle sera la salle des déchets. Attends, une salle des déchets? Oui, dans la nature, les fourmis organisent tout en chambres, comme si c'était des pièces sous terre. Et au laboratoire, elles vont faire la même chose. À un endroit, elles stockent les végétaux frais et secs qu'elles ont récoltés. Ailleurs se trouve le jardin de champignons qu'elles cultivent où ces légumes sont déposés délicatement. Ces fourmis dépendent du champignon, d'où l'importance d'entretenir ce jardin. Ailleurs, elles déposent les déchets, vieilles feuilles, champignons secs et fourmis mortes. Elles gèrent ces déchets en continu, la nourriture entrant d'un côté et les déchets sortant de l'autre. D'accord? Mais sans la nourriture qu'elles trouvent dans la nature, comment ces fourmis se débrouillent-elles au laboratoire? Dans ce cas, les chercheurs laissent à la nourriture pour que les fourmis la prennent. Et c'est un vrai festin. Regarde, feuilles, avoine, farine, morceaux de fruits. Lors du retrait des déchets, ils doivent aider, car dans la nature, ces déchets restent au sol et deviennent de l'engrais. Le retrait est hebdomadaire. Attends, ils cachèrent la meilleure partie. Enfin, nous sommes arrivés dans la salle des grandes fourmilières. Ceci n'est qu'une seule colonie. Tous ces poteaux constituent une seule colonie. En ce moment, nous avons 2 colonies gigantesques, n'est-ce pas? Disons, pour pouvoir les appeler matures, immatures et environ 200 petites colonies, toutes en mesure de survivre pendant plusieurs années. C'est qu'avec le temps, on fait quelques travaux et ça finit par diminuer, mais le nombre reste relativement élevé. C'est pour ça que j'ai toute cette équipe pour s'occuper de ces fourmilières. N'est-ce pas? Beaucoup de fourmis qui se promènent là dans cette arène sont déjà vieilles, elles n'ont plus de fonction pour la fourmilière. Parce que dans la nature, quand elles sortent récolter de la nourriture, beaucoup d'entre elles sont la proie de prédateurs, mais ici ce n'est pas le cas. Donc elle est juste en train de se nourrir là. Au moment où on retire ici les fourmis, un signal inverse est envoyé, ce qui stimule la reine à pondre plus d'œufs et à produire plus de couvées. C'est un peu comme une taille. Oui, exactement. Si on commence à tout laisser là, qu'est-ce qui va se passer? La production d'œufs pour former de nouvelles ouvrières va diminuer là-bas à l'arrière. Et pourquoi est-ce si important? Parce que les fourmis vivent dans une société très organisée et efficace. Chaque fourmi a un rôle pour maintenir la fourmilière en vie. La reine est la seule responsable de créer la fourmilière, de se reproduire et de pondre des œufs. Les bitus, mâles, n'ont pour rôle que de s'accoupler avec la reine. Ils ne restent dans la colonie qu'à la période d'accouplement, puis meurent rapidement. Leurs spermatozoïdes sont conservés dans un organe de la reine, la spermathèque. Les ouvrières stériles s'occupent de la colonie et sont divisées en classes. Les coupeuses ou porteuses, qui coupent les feuilles et les transportent jusqu'au nid. Les jardinières, qui s'occupent des champignons. Les nourrices, qui sont responsables des œufs, des larves et de toutes les fourmis avant qu'elles ne deviennent adultes. Il y a aussi les éboueurs, qui nettoient la fourmilière et transportent les déchets loin du champignon pour éviter la contamination. Enfin, les soldats protègent la fourmilière des menaces, comme les prédateurs ou d'autres fourmis. Hormis une brève implication des mâles, cette société n'est constituée que de femelles. Une colonie du genre Atta peut atteindre jusqu'à 7 millions d'individus. Cela fait beaucoup de fourmis par colonie. Comme déjà mentionné, ces fourmis coupent des feuilles pour nourrir le champignon, puis s'en alimentent. Donc, à cause de cette population si nombreuse, la coupe de feuilles par ces fourmis est très intense. Et l'une des lignes de recherche de notre laboratoire consiste justement à trouver une méthode efficace de lutte contre ces fourmis sans nuire à l'environnement. Dans le domaine de la recherche, nous pouvons réaliser des essais à tout moment de l'année, à tout moment, n'est-ce pas?
car nous avons une fourmilière ici et nous ne dépendons pas de la collecte dans la nature. Autant pour comprendre comment est la fourmi individuellement que comment est la colonie, depuis l'analyse du comportement jusqu'aux dernières avancées de la biologie moléculaire et la biochimie. En termes d'enseignement, nous utilisons cela pour la vulgarisation et nous gardons aussi ces grandes fourmilières pour les visites publiques. Une autre chose que nous faisons, et d'où la nécessité d'avoir un plus grand nombre de fourmilières, c'est d'agir en collaboration avec les compagnies, avec les entreprises de lutte contre les fourmis. Parce que les reboisements mis en place ont besoin d'une lutte contre les fourmis. Et nous apportons également notre assistance dans les exploitations biologiques. Chaque année, il faut contrôler les fourmis. Il y a sans cesse de nouveaux de Lisa qui arrivent pour creuser. L'un part, une autre apparaît. Je suis très heureux et j'ai beaucoup aimé les images. Je pense que le public appréciera. Et je veux encore, après ça, à la fin de l'année, quand la saison de la migration reviendra, essayer de refaire la fourmilière. Mais maintenant, avec toutes ces informations que vous m'avez données, qui seront très précieuses. C'est vraiment génial. D'accord, merci. On a déjà parlé de fourmis ici, sur Manual do Mundo, ici, sur Manual do Mundo. Une fois, nous avons montré que certaines fourmis projettent un jet d'acide. Nous sommes allés à la fourmilière avec du papier qui change de couleur au contact de l'acide, et nous l'avons prouvé.